L'automne est là et ce n'est pas sans conséquence sur ton cerveau et sur la procrastination. Et oui, à partir de l'automne, il est naturellement programmé pour économiser de l'énergie et chercher le confort. Ça peut donc intensifier les mécanismes de procrastination déjà présents. Dans les mécanismes invisibles qui activent ton mode procrastination et surtout te donner des outils concrets pour reprogrammer ton cerveau et ton environnement afin que l'action devienne plus naturelle que l'évitement. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 122e épisode de la Boostletter, on est là. Et oui, l'automne a pointé le bout de son nez. Ici, on a perdu quoi ? 15 degrés et pas mal de minutes de luminosité. Et oui, on avance tout doucement vers l'hiver. Oui, ça c'est mon côté drama queen. L'automne vient de commencer, moi je suis déjà en hiver. Alors effectivement, la nature est magnifique, les paysages sont sublimes, mais personnellement j'ai froid. J'ai vraiment froid. Et ça rend la transition de saison un peu compliquée. Est-ce que pour toi aussi, tu ressens la même chose ? On sait que l'automne, c'est une saison de transition qui va influencer notre tendance à procrastiner. Et c'est justement le thème de ce nouvel épisode. La procrastination, mieux comprendre ce qui la déclenche chez toi pour la déjouer efficacement. Et si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, d'abord je ne comprends pas comment c'est possible, donc c'est le moment de le faire. Et ensuite de me mettre une jolie note pour pousser mon podcast dans le top des recherches pour aider une femme qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci à toi. En automne, on a une diminution de la luminosité. On a les journées qui raccourcissent. Notre cerveau produit plus de mélatonine, l'hormone du sommeil, et moins de sérotonine. C'est une hormone de bien-être, mais tu vas voir qu'elle a beaucoup d'autres rôles à jouer. Ce petit changement biochimique, il a un impact direct sur ta motivation et sur ton énergie. Plusieurs études en chronobiologie montrent que cette période automnale peut non seulement augmenter ton besoin de confort et de routine sécurisante, bon ça on est d'accord que ça rend un peu plus difficile l'engagement dans des tâches nouvelles ou complexes, on n'a pas tellement envie, la motivation n'est pas tout à fait là. Ça peut affecter ta concentration, ta capacité à maintenir l'attention sur des tâches prolongées. Et ça peut aussi renforcer ton besoin d'autocompassion, de repos, qu'on peut parfois interpréter à tort comme de la paresse. On est d'accord. En automne, ton cerveau il est naturellement programmé pour économiser de l'énergie et chercher le confort. Après le succès de la Boostletter 116 sur la procrastination, tu pourras aller l'écouter juste après, promis. Je me suis dit que j'allais vous proposer d'aller encore plus loin. Je vous propose de rentrer en immersion dans votre procrastination à vous, de la décortiquer et de mieux la comprendre pour pouvoir la déjouer efficacement et avancer dans vos projets perso et vos projets pro. Si procrastination, c'est pas un mot avec lequel tu es à l'aise, c'est une tendance à reporter. Tu vois, cette sensation quand tu as une tâche importante qui t'attend, en fait, tu commences à ranger ton bureau, vérifier tes mails pour la 5e fois, te faire kidnapper par Netflix, te perdre sur les réseaux sociaux, bref, c'est ça la procrastination. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette tendance à reporter, c'est pas un défaut de personnalité. Il n'y a pas des gens qui procrastinent, des gens qui procrastinent pas. Non, en fait, tout le monde procrastine, c'est naturel et humain. C'est pas un manque de motivation, c'est pas moi j'y arrive pas, je suis nulle. Non, pas du tout. C'est une réaction de ton cerveau face à des déclencheurs spécifiques. Et les déclencheurs spécifiques, ils sont différents pour chacune d'entre nous et chacun d'entre nous aussi. Dans cette Boostletter, on va plonger, je te l'ai dit, dans les mécanismes invisibles. Ceux qui activent ton mode procrastination, ça va être compliqué cette Boostletter. À toi. Je vais te donner des outils pour
reprogrammer ton cerveau, entre guillemets, reprogrammer, repenser ton environnement pour que ton action devienne beaucoup plus naturelle, qu'il y ait beaucoup moins de freins et de résistance. Est-ce que tu es prête à découvrir tes propres déclencheurs de procrastination et à reprendre le contrôle? Oui! Je t'imagine là en train de crier, de hurler et de dire oui. Un petit disclaimer avant qu'on se lance. Si tu souffres d'une maladie chronique, de troubles de l'attention, de dépression, d'anxiété, ta procrastination peut être un symptôme de ces conditions et non un simple problème d'organisation, de motivation, tout ça, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Les stratégies que je vais te proposer, elles peuvent t'aider, mais clairement, c'est mieux de consulter un professionnel de santé pour un accompagnement adapté à ta situation à toi. Quand c'est une procrastination qui est pathologique, un soutien médical et psychologique complémentaire, c'est top, 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 top. Et aller demander de l'aide, rappelle-toi toujours que c'est un signe de courage. Alors mets ta couronne et let's go, on y va. Tout d'abord, on va faire un petit zoom sur les neurosciences. Il se passe quoi dans notre cerveau? La procrastination, elle active le circuit de l'évitement. Quand tu as une tâche qui est perçue comme difficile, comme incertaine ou comme source de stress, et tu vas voir que je vais tout te détailler après, ton cortex préfrontal, notre ami, le siège de la planification notamment, s'éteint. Et ton système limbique, celui des émotions, prend le relais. Résultat, tu choisis le plaisir instantané plutôt que l'inconfort du long terme. On croit souvent qu'on procrastine parce qu'on manque de motivation, parce qu'on est fainéante, parce qu'on est désorganisé. En réalité, il y a des déclencheurs précis et subtils qui activent ton réflexe d'évitement. Les comprendre, c'est déjà reprendre le pouvoir. Je vais t'en détailler 7 aujourd'hui. Tu vas voir que je me suis beaucoup amusée, alors prends de quoi noter ou réécoute une deuxième fois cet épisode parce qu'on va bosser. Je ne sais pas combien de temps va durer cette newsletter, mais on est parti. Je vais te présenter les 7 déclencheurs et à chaque fois, je vais t'expliquer comment ils se manifestent dans ton quotidien. Je vais te donner des exemples et puis surtout des solutions. Ok ? Je les récapitulerai à la fin, bien entendu, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup d'infos. Prends tout ce qui te parle. Prends tout ce qui percute par rapport à ce que tu traverses à l'heure actuelle. C'est possible qu'il y ait 1, 2, 3, 4 ou 7 déclencheurs qui apparaissent comme évidents par rapport à ce que toi tu traverses. J'ai décidé de taper large parce que tu vas voir que il est possible que tu te retrouves dans les 7. Alors c'est parti. On commence avec le premier déclencheur caché de la procrastination, la surcharge cognitive. Ton cerveau a une capacité limitée de mémoire de travail. Et là, je vais te citer une expression et je vais te l'expliquer juste après. En moyenne, 7 éléments en même temps, plus ou moins 2. Je te l'explique juste après. La mémoire de travail, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est ta mémoire à court terme. C'est celle qui te permet de manipuler mentalement des informations. Tu vois, par exemple, quand tu dois recopier un code éphémère pour rentrer dans une application et qui a plusieurs chiffres, tu vas les dire à voix haute pour les retenir et pouvoir les retaper, si tu ne peux pas faire de copier-coller, je sais, dans l'application. Lorsque tu es censé retenir quelque chose à un prix, une heure, une phrase, etc., tu vas la dire à voix haute. Ça, c'est ta mémoire de travail. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'instantané. Quand je parle de l'expression 7 plus ou moins 2 éléments, c'est une référence à une théorie en psychologie cognitive selon laquelle notre cerveau peut généralement retenir et traiter entre 5 et 9 éléments à la fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une moyenne de 7, plus 2, 9, moins 2, 5. Ouais, je célèbre ce calcul mental. C'est ce qu'on appelle parfois le nombre magique de Miller. Dans le contexte de la procrastination, ça signifie que lorsqu'une tâche semble trop complexe, contient trop d'étapes non définies, ton cerveau se sent dépassé. Parce qu'en fait, sa capacité de traitement, comme elle est limitée, en fait, il va se dire « Ouh là là, on est complètement hors capacité ». Et ça peut déclencher l'évitement et donc la procrastination. Retiens quoi ? Que quand une tâche paraît trop complexe ou contient trop d'étapes non définies, il va interpréter cette tâche comme une menace.
ok? Donc, la solution, c'est quoi? C'est de découper en micro-tâches ultra claires. À chaque fois, je vous le dis, on va dans la précision et dans la structure. Par exemple, si c'est refaire mon site internet, putain, mais ça, c'est waouh! C'est un monstre flou, ce truc. Ton cerveau se dit, c'est trop lourd, je fuis, bam, je me retrouve devant Netflix. Désolée pour ce côté un peu New York City d'un coup là. Je ne sais pas si vous l'entendez dans vos oreilles, mais manifestement, il y a énormément d'ambulances juste en bas de chez moi. Je fais une pause et je reviens. Je suis de retour avec un bruit de fond un peu moins désagréable pour tes oreilles, je l'espère. Et j'attaque directement le deuxième déclencheur caché de la procrastination, la peur de l'échec ou du succès. Ton système limbique, donc celui des émotions, associe certaines tâches à un risque pour ton identité ou ton estime. Le système limbique, c'est la partie de ton cerveau qui est responsable des émotions, des comportements instinctifs et de la mémoire émotionnelle. Quand il perçoit une menace potentielle, et c'est pas forcément une menace physique, ça peut être une menace psychologique, il va déclencher une réponse de protection. Et dans ce cas, la procrastination. Voilà comment ça fonctionne en détail. Tu peux avoir une perception de risque identitaire lorsque ton cerveau associe certaines tâches non pas à un danger physique, mais à un risque pour ton self, ton moi. Par exemple, si tu te définis comme intelligente ou compétente, une tâche où tu pourrais échouer devient une menace directe pour cette facette de toi. Bam, procrastination. Si maintenant on parle de la mémoire émotionnelle, si tu as déjà vécu des expériences d'échec ou de jugement négatif dans des situations similaires, ton système limbique il va se souvenir de cette douleur émotionnelle et il va chercher à t'en protéger. Bam, procrastination. Ensuite, parlons de la réponse automatique. Cette association se fait souvent inconsciemment, donc tu vas pas du tout te rendre compte que tu procrastines pour protéger ton estime de toi, tu vas juste ressentir une résistance ou un blocage face à la tâche. Sorry. Cette dynamique explique pourquoi les personnes très performantes ou perfectionnistes procrastinent souvent davantage. Plus ton identité est liée à ta performance, plus l'enjeu émotionnel est élevé et plus ton système limbique cherche à te protéger de l'échec potentiel. Pour dépasser ce mécanisme, tu te doutes bien de la réponse, on va dissocier progressivement ta valeur personnelle de tes actions, de tes résultats, et développer ce qu'on appelle une mentalité de croissance, où les échecs sont vus dang, 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 comme des opportunités d'apprentissage, oui, 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 plutôt que des jugements définitifs sur ta valeur. Si l'échec, c'est si je me plante, je vais prouver que je ne suis pas assez compétente. Si le succès correspond à si ça marche, on va en attendre encore plus de moi, il est grand temps de travailler dessus. Ton cerveau, il va préférer rester dans l'inaction car c'est une zone connue et donc perçue comme sécurisante. Rappelez-vous toujours, la zone de confort, c'est juste une zone de connaissance cérébrale. Ok ? La solution, on va reprogrammer l'association émotionnelle. Vois chaque action comme une expérimentation plutôt que, comment je pourrais dire ça ? Plutôt qu'un jugement final, une destination finale, un objectif final, une fin en soi. Non, c'est juste une étape, en fait. Et rappelle-toi toujours que tes échecs sont des essais ratés qui t'amènent à la réussite. Donc, on reprogramme l'association émotionnelle. Pour la peur de l'échec, on a vu la perception de risque identitaire, la mémoire émotionnelle et la réponse automatique. Respire. On passe au troisième déclencheur caché de ta procrastination. Le perfectionnisme paralysant. Celui du biais cognitif du tout ou rien. C'est un mécanisme psychologique puissant qui influence grandement ton comportement face aux tâches à accomplir. Évidemment, si tu es perfectionniste. Ce biais fonctionne de la manière suivante. Ton cerveau commence à penser en termes d'extrêmes. Soit la tâche doit être réalisée de façon absolument parfaite, soit elle ne vaut pas la peine d'être commencée ou terminée. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Et c'est là que tu te perds. Ça va se manifester de plusieurs façons. J'en ai sélectionné 3 pour toi. Ouais, 3. 1, les standards impossibles.
Tu te fixes des critères tellement élevés qu'ils sont pratiquement inatteignables. Et ça crée évidemment une pression immense. Bam, procrastination. 2, la paralysie analytique. Ouais, alors c'est un peu pompeux, mais tu vas voir qu'en fait, on est hyper nombreuses. Tu passes tellement de temps à planifier la façon parfaite de faire les choses qu'en fait, tu commences jamais réellement. Tu vis dans ta tête et tu ne réalises aucun projet. Tu ne concrétises jusqu'au bout aucun projet. Bam, procrastination. J'espère que tu le dis en même temps que moi. 3, la peur de l'ébauche imparfaite. Et là, je pense directement à une de mes coachées. N, si tu écoutes ce podcast, je pense à toi. L'idée de produire quelque chose d'incomplet ou d'imparfait génère tellement d'anxiété que tu vas préférer ne rien faire. Donc, tu vas même pas commencer le processus. Bam, procrastination. En acceptant l'imperfection dans le processus, tu vas permettre à ton cerveau de sortir de cette dichotomie qui est paralysante et de t'engager en fait. Le biais, il est du tout ou rien là, il est particulièrement dangereux parce qu'en fait, il semble rationnel. C'est cette idée de « je veux juste faire du bon travail », alors qu'en fait, il sabote complètement ta productivité et ton bien-être. Je vais le répéter, il sabote complètement ta productivité et ton bien-être. Si ton cerveau associe la tâche à une exigence de performance impossible, ça génère du stress et bam, ça déclenche l'évitement. Si tu veux écrire un post LinkedIn parfait, en fait, résultat, tu vas jamais l'écrire. Si tu as prévu de repeindre une pièce de ta maison, mais que tu repousses toujours en trouvant d'autres choses urgentes à faire, rangement, courses, je ne sais quoi, car le résultat final t'angoisse en réalité. Imagine, j'ai choisi la mauvaise couleur. Imagine, je peins mal. Imagine, c'est moche. Tout ça, tout ça. Procrastination. Vise la progression, pas la perfection. Vraiment pas. Rappelle-toi, le mieux vaut fait que parfait. Et tu verras qu'en te lançant, tu vas t'améliorer en fait au fur et à mesure. Donc, moi, ce qui marche plutôt bien sur moi, c'est au plus tard je me lance, au plus tard j'atteins l'excellence dans quelque chose. Et comme j'aime bien maîtriser un truc, en fait, j'ai tout intérêt à me lancer maintenant. Même si c'est pas nickel, même si c'est pas top, 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 c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça va me permettre d'atteindre l'excellence beaucoup plus rapidement. C'était le 3e déclencheur caché. On passe au 4e déclencheur caché de la procrastination. Le manque de clarté ou d'intérêt. Le cerveau, il adore le sens et les récompenses claires. Si ta tâche n'a pas de but ou de lien émotionnel fort, elle devient invisible à ton attention. Invisible. Ton cerveau, il est constamment à la recherche de sens, de bénéfices clairement identifiables. C'est une caractéristique fondamentale de notre fonctionnement neurologique. J'ai dit votre, mais en fait, je suis un humain. Le système de récompense, comment ça fonctionne ? Quand une tâche est associée à une récompense claire, que ce soit de la satisfaction, que ce soit un accomplissement, que ce soit une reconnaissance, ton cerveau va libérer de la dopamine. Et cette dopamine, elle va te motiver à agir. Sans perspective de récompense, l'énergie nécessaire pour démarrer ta tâche, elle va sembler injustifiée pour ton cerveau et donc, bam, procrastination. On est d'accord. Par rapport aux besoins de sens, ton cerveau, il est programmé pour économiser de l'énergie. Ok, je le répète quasiment à toutes les newsletters, je pense que maintenant tu l'as intégré, mais j'ai une petite pensée pour toutes les nouvelles qui nous rejoignent. Donc, notre cerveau, il est programmé pour économiser de l'énergie. Il va s'engager pleinement que lorsqu'il perçoit qu'une action a un but significatif. Sans comprendre le pourquoi tu le fais, ton attention, elle va se détourner naturellement. C'est comme ça qu'il te garde en vie. Donc en fait, il n'est pas débile, il ne va pas utiliser de l'énergie pour rien. Donc à toi d'y mettre du sens. Et j'en viens enfin à l'invisibilité attentionnelle. C'est un phénomène neurologique qui est fascinant. J'espère que tu vas le trouver toi aussi fascinant. Les tâches qui n'ont aucune signification émotionnelle, qui n'ont pas de but clair, deviennent littéralement invisibles dans ton système attentionnel. C'est un truc de fou. C'est comme si ton cerveau les filtrait comme des bruits de fond, tu vois ?
C'est pourquoi les tâches administratives, techniques, routinières, elles sont très souvent sujettes à la procrastination parce qu'elles manquent naturellement de liens émotionnels forts avec tes valeurs profondes, tes objectifs perso, etc. Et donc, en fait, elles deviennent invisibles. Elles sont super visibles sur ta to-do list, mais clairement invisibles dans ce que tu réalises au quotidien. Pour transformer cette dynamique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose, c'est de créer un narratif personnel. Qu'est-ce que c'est un narratif personnel? C'est de relier explicitement une tâche à tes valeurs ou à tes objectifs qui te tiennent à cœur. C'est important de mettre un contexte, de créer une histoire, si tu veux, en fait, pour t'y mettre. Parce que sinon, tu sais ce qui se passe, bam, procrastination. Je te prends un exemple. Si tu es censé remplir un tableau Excel, oh là là, tu m'as déjà perdu là. Bon, je pourrais créer donc un narratif personnel, créer une histoire autour de ça qui me concerne, c'est pour ça que c'est personnel. Je remplis ce tableau Excel parce qu'il me permettra de visualiser mes progrès vers mon objectif X, Y, Z. Ok, là ça a déjà plus de sens. Je te prends un autre exemple. La comptabilité. En même temps, c'est ma boostletter, je peux prendre des exemples qui me concernent, non? Je fais ma comptabilité personnelle mensuelle parce que ça va me permettre de voir combien je peux économiser pour mes big vacances de l'année prochaine. Ou de cette année, si tu as encore la chance de partir en vacances cette année. Un autre exemple, je range et je nettoie ma cuisine. Oui, j'ai dit que je prenais des exemples qui me parlent. Je range et je nettoie ma cuisine chaque soir. Ah bah non, là c'est plus moi. Parce que cela me permet de commencer ma journée demain dans un environnement ordonné qui réduit mon stress matinal. Vous savez que moi ça me stresse pas, j'en ai déjà parlé. Ce principe-là de créer un narratif personnel, de relier une tâche a priori ennuyeuse à une valeur ou à un de tes objectifs personnels qui a du sens pour toi, ça transforme la corvée en une étape vers quelque chose qui te tient à cœur. Et tu vas voir que là, tu vas vraiment changer la donne par rapport à la procrastination. Ensuite, pour transformer cette dynamique-là, je t'invite à injecter du sens artificiel. Donc, 1, on crée une histoire. 2, on injecte du sens. Alors, artificiel, c'est pas superficiel, ok? Si la tâche est vraiment déconnectée de tes motivations intrinsèques, donc au plus profond de tes tripes, on va aller chercher une signification extrinsèque, comme un défi personnel ou un jeu, ok? Et là, j'ai mis du temps à faire des recherches, etc., parce que je voulais vraiment vous aider à trouver des manières de transformer ce que vous procrastinez à l'heure actuelle en jeu, tout simplement. Et bon, bref, je vous donne des exemples. Donc, quand tu as une tâche, et ça vaut quand tu as une tâche qui est complètement déconnectée de tes motivations à toi, tu vois, ça manque de sens, on va les mettre du sens. Tu peux transformer des tâches administratives en jeu. Si tu dois classer des documents, tu peux te chronométrer et essayer de battre ton record personnel à chaque fois. Aujourd'hui, je vais classer ces 30 factures en moins de 15 minutes. Quand je te le dis comme ça peut paraître naze, mais ça change la donne. Perso, en fait, je le fais moi avec mon neveu pour qu'il s'habille. Je lui fais des chronométrages en secondes en lui disant « Ok, ça c'est un t-shirt avec des longues manches. Ok, je te laisse 6 secondes. » Et en fait, on rigole et au final, il est habillé rapidement. Ensuite, la technique du pomodoro, n'importe quoi, du pomodoro gamifié. Alors, gamifié, ça vient de gamification, ça vient du jeu en anglais. Donc là, c'est la technique du pomodoro, tu sais, la technique de productivité, mais on va la rendre fun. Pour une tâche qui est ennuyeuse, au hasard, mettre à jour une base de données. Bon, sauf si tu as plutôt un profil comportemental bleu et que tu adores ça. Sorry, c'est pas mon cas. Défie-toi de voir combien d'entrées tu peux compléter en 25 minutes, puis tu te récompenses avec une pause de 5 minutes en faisant un truc que tu adores. Donc on utilise un peu le concept de Pomodoro, tu vois, mais on le fait en jeu. La méthode Strex. Ouais. Alors, j'avoue que je la connaissais pas sous le format anglophone, et donc ça s'écrit S-T-R-E-A-K-S, Strex. J'espère que je prononce bien. Et là, c'est
comment je pourrais dire ça? C'est un tableau de suivi visuel et tu vas ajouter chaque jour une marque où tu avances sur cette tâche qui est pas forcément motivante. L'objectif, c'est de ne pas briser la chaîne. Donc, on est vraiment dans quelque chose de OK, en fait, je persévère et ma satisfaction, c'est dans le fait de poursuivre la chaîne. Mais c'est pas dans la tâche elle-même. OK? Donc, quand tu as un truc bien relou à faire, tu peux très bien le faire sous forme de jeu avec un visuel, de la couleur, etc. Et puis, tu ajoutes à chaque fois un truc chaque jour ou chaque heure, ça dépend de l'activité. Et ça permet en fait de rester engagé et de ne pas procrastiner. Parce que je te rappelle qu'on est là dans cette newsletter pour en fait, utiliser ta condition d'être humain et déjouer la procrastination qui est naturelle. Ok, mais tu as le droit d'avoir envie d'avancer dans ta vie, franchement. Et donc, il y a plein de manières de hacker ton cerveau. Ensuite, le défi social. Ça aussi, c'est une chouette manière d'injecter du sens dans quelque chose qui en manque. Engage-toi publiquement à terminer la tâche peu intéressante que tu procrastines et partage tes progrès sur les réseaux sociaux, avec une amie, avec ta coach, avec ton cercle, avec ta communauté. Bref, transforme ta tâche en occasion de reconnaissance sociale. L'engagement par le tiers, ça fonctionne extrêmement bien. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps dans mes programmes. Ensuite, ce qui existe aussi, c'est la technique des points d'expérience. J'ai dit qu'on était dans la gamification, ok ? Imagine que chaque tâche ennuyeuse que tu es censé faire te fait gagner des points dans ton jeu de vie. Bref, tu mets le mot que tu veux et que ces points peuvent être échangés contre des récompenses que tu te fixes. Ou même avec tes copines, ton mec, etc., ta copine, etc., vous pouvez fixer et tu pioches là-dedans, c'est encore plus fun. Ça peut être une soirée film, ça peut être un achat plaisir, ça peut être un ciné, un massage, une expo, bref. Et donc, au plus tu récoltes des points d'expérience, évidemment, tu mets les mots que tu veux, les mots qui te parlent, au plus tu peux les échanger contre des récompenses et tu dis, voilà, pour 10 points d'expérience, tac, je m'offre ça, j'ai droit à ça, etc. Les récompenses, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Et enfin, clarifier la récompense. Définis très, très, très précisément ce que tu vas gagner à accomplir cette tâche. Est-ce que c'est du temps ? Est-ce que c'est de la tranquillité d'esprit ? Est-ce que c'est une progression vers un objectif plus grand ? Clarifie ta récompense. Redonne du sens à ce que tu es en train de faire. C'est important quand tu te déconnectes de ta tâche. Ok ? Donc, on est d'accord que là, pour ce 4e déclencheur invisible, caché, donc le manque de clarté ou d'intérêt qui pousse à la procrastination, tu vas relier systématiquement ta tâche à un pourquoi, à une motivation intrinsèque qui te fait vibrer. C'est la clé pour la rendre visible à ton attention et encore une fois, on vient de voir plein de manières de la rendre visible et de la rendre fun et agréable, de remettre du sens, de raconter une histoire autour. Ok ? On passe maintenant au 5e déclencheur invisible de la procrastination. L'inconfort émotionnel associé à la tâche. Ok. Chaque fois que tu vas anticiper de l'ennui, de la frustration, de l'anxiété, pour ne parler que de ça, ton cerveau va déclencher une réponse d'évitement immédiat. Découvrons ensemble ce qui se passe sur le plan neurologique et psychologique. Donc, ton système limbique, celui des émotions, il est en alerte. Lorsque tu vas anticiper ennui, frustration, anxiété, tout ça, lié à une tâche, ton système limbique détecte cette émotion négative comme un danger et va chercher à t'en protéger. Qu'est-ce qui va se déclencher ? La réaction fight or flight face à ce danger émotionnel. La réponse qui va être donnée est une réponse similaire au stress. Donc fight, le combat, flight, l'évitement ou la procrastination. Ça va te pousser à éviter la situation, évidemment, à éviter l'inconfort. Et donc, on pourrait dire dans ces cas-là que c'est une réaction de survie primitive, qui va s'activer même pour des menaces qui ne sont pas physiques, comme l'inconfort émotionnel. Et bam, tu fais rien. Il y a le freeze aussi, donc l'immobilisation qui fonctionne et qui amène du coup à une procrastination aussi. On constate aussi tout ce qui est soulagement immédiat. Quand tu choisis d'éviter la tâche, en procrastinant, ton cerveau il reçoit une petite récompense sous forme de soulagement immédiat. Et ce petit circuit de récompense, qu'est-ce que ça fait ? Catastrophe. Ça renforce ton
ton comportement d'évitement pour la prochaine fois. Donc, ça nous aide pas beaucoup, ce petit soulagement immédiat, on est d'accord. Encore une fois, hors maladie et compagnie, hein. J'ai fait un disclaimer au début de cette newsletter, on est d'accord qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans une procrastination de pouah, je m'y mets pas. Je m'y mets pas, mais je sais pas pourquoi. Je mets ça sur le compte de la flemme, mais en réalité, tu vois qu'on est déjà au 5e déclencheur invisible. Il y a vraiment, vraiment des déclencheurs réels qui sont rarement mis en conscience et qui en fait t'amènent à reporter. On continue? C'est parti. Le paradoxe du court terme. Là, en fait, le soulagement dont je viens de te parler là, instantané quand tu évites la tâche, ça va créer un stress plus important à long terme. Bah ouais, parce qu'en fait, tu l'as juste reportée. La tâche, elle a pas disparu, en fait. Donc, c'est exactement le contraire de ce que ton cerveau essaye d'éviter initialement. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe du court terme. Donc, encore une fois, on n'a aucun intérêt à ressentir ce soulagement immédiat en procrastinant. Non, on se met à l'action, en fait. Je vais te donner un peu des exemples plic-ploc comme ça de tâches qui peuvent générer un inconfort émotionnel et donc déclencher la procrastination si tu ne l'as pas mis en lumière et que tu n'as pas encore écouté cette newsletter, évidemment. Je prends des exemples pro et perso, hein. Comme ça, il y a un peu de tout. Il y a par exemple appeler un client difficile ou une collaboration difficile. L'anticipation de la conversation tendue, ça peut provoquer de l'anxiété et bam, procrastination. Préparer sa déclaration d'impôt, associée à la fois à la complexité et à une potentielle anxiété financière, bam, procrastination. Avoir une conversation délicate avec un proche, avec une cliente, avec un collègue, la peur du conflit, la peur du rejet, ça pousse souvent à repousser, bam, procrastination. Rédiger un rapport d'évaluation, surtout s'il contient des critiques ou des feedbacks négatifs. Bam, procrastination. Faire des démarches administratives complexes, pouah, comme des demandes de remboursement ou des recours. Ouais, on connaît, hein. Tout ce qui est réclamation. Bam, procrastination. Trier des documents accumulés. Est-ce que tu vois à quoi je fais référence? Toutes les photos que tu as dans ton téléphone là, tu les classes comment? Tu les tries comment? Dis-moi un peu. Les factures, les courriers que tu reçois. Il y a une combinaison d'ennui et la sensation d'être dépassé. Du coup, mécanisme d'évitement. Bam, procrastination. Mettre à jour son CV. Ouais, et là, je fais un gros big up à pas mal de mes coachés. Souvent associé à une forme d'auto-évaluation et potentiellement à des doutes sur tes compétences. Bam, procrastination. Toutes ces tâches, elles partagent un point commun. Elles déclenchent une réponse émotionnelle négative que ton cerveau cherche naturellement à éviter. Donc l'idée, c'est de transformer ton expérience avec un rituel positif, une playlist que tu as créée toi-même ou de la musique tout simplement, un thé, un coworking. Associe un élément plaisant à une tâche désagréable. Tu vas créer un contexte émotionnel beaucoup plus équilibré qui va réduire l'activation de la réponse d'évitement, pardon. Et j'ai donné plusieurs exemples dans d'autres newsletters où, par exemple, moi, je procrastine beaucoup le fait de faire la vaisselle. J'ai un lave-vaisselle, oui, mais voilà, bref, je mets pas tout au lave-vaisselle. Et donc, soit je mets la musique, je danse, je chante, etc. Soit je demande à mes meilleurs amis de me faire des mémos vocaux en mode podcast pour me tenir compagnie, etc. Mais donc, je crée un rituel positif parce que, clairement, la vaisselle, personne d'autre que moi va la faire et que j'ai envie que ce soit propre chez moi. Mais vraiment, ça me saoule. Vraiment beaucoup. On passe au 6e déclencheur caché de la procrastination et j'espère que tu kiffes cette newsletter. Alors, elle est un peu longue, celle-ci aussi. J'avais envie d'approcher la procrastination comme on le fait rarement, en décortiquant les mécanismes invisibles chez toi. Donc, on continue avec ce 6e déclencheur invisible, les distractions et les récompenses immédiates. Bon, est-ce que c'est vraiment invisible et caché ça? J'ai des doutes. Bon, le cerveau, il adore la dopamine instantanée, on le sait. Les applications, les réseaux sociaux, les notifications sur ton téléphone
sur ton ordinateur aussi d'ailleurs, joue sur ce circuit-là. Tu vas choisir le court terme au détriment du long terme. Comme ton cerveau, il est programmé pour rechercher le plaisir immédiat via la dopamine. La dopamine, pour rappel, c'est un neurotransmetteur associé à la motivation et au plaisir, si jamais tu l'ignores. Les concepteurs d'applications et de réseaux sociaux ont parfaitement compris ce mécanisme neurologique. Il y a plusieurs éléments dans ce mécanisme. Tout d'abord, il y a un système de récompense cérébrale. Chaque notification, chaque message, chaque like, chaque interaction, chaque mail, etc., chaque texto active un circuit de récompense de ton cerveau. Ça va libérer des petites doses de dopamine qui créent une sensation agréable immédiate. Ensuite, il y a des boucles de récompenses variables. Les réseaux sociaux, et là j'inclus vraiment tout, même WhatsApp et compagnie, utilisent le même mécanisme que les machines à sous. Tu sais jamais quand arrivera la récompense, un message, un vocal, etc., un like et tout, et ça rend l'expérience encore plus addictive. Et on parle aussi de gratification instantanée vs satisfaction différée. Face à un choix entre une petite récompense immédiate et une grande récompense différée, ton cerveau, il est biaisé, en fait. Et il va directement aller vers l'immédiat. Donc, ça va être tes messages, ton WhatsApp, tes mails, ton Instagram, ton TikTok, ton je sais pas trop quoi. Alors que la grande récompense différée, comme finir un projet important, clairement, bam, procrastination. Yes. D'un point de vue neurologique, on a mis en lumière 2 éléments assez importants. Les récompenses immédiates, elles activent fortement le noyau accumbens. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le centre du plaisir. Retiens juste centre du plaisir, ok ? C'est un peu l'inconvénient des formations écrites, des livres, des ouvrages, des études scientifiques. Il n'y a personne qui me les lit. Et donc, j'imagine que ça se dit accumbens. Bref, ça fait un peu Uncle Ben's, non ? Mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, c'est le centre du plaisir qui est à l'intérieur de ton cerveau. C'est en forme de noyau, si tu veux. Donc, quand on a des récompenses immédiates, ça active ce noyau-là. Ok ? Par contre, les récompenses à long terme, elles vont nécessiter l'intervention du cortex préfrontal. Donc, encore une fois, celui de la planification, du contrôle des impulsions, etc. Le problème, c'est quoi ? C'est que ton cortex préfrontal, il demande plus d'énergie et d'effort pour s'activer que le système de récompense primitif avec ton noyau. Donc, clairement, on est biaisé. Voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible ? Pas du tout. Mais maintenant qu'on le sait, on va faire autrement. Il y a des conséquences concrètes. 1. La fragmentation de ton attention. Chaque interruption, notification, email, tout ça, ça divise ton attention. Et, alors attention, choc, il faut environ 23 minutes pour retrouver une concentration optimale. Alors, si tu te dis what the fuck, comme moi, cette statistique que je viens de découvrir vient d'une étude qui est fréquemment citée dans des ouvrages et qui est réalisée par Gloria Mark, Daniela Gudit et Ulrich Klock de l'Université de Californie. L'étude, elle a montré que lorsqu'on est interrompu, il faut environ 23 minutes et 15 secondes en moyenne pour retrouver notre niveau de concentration initial. Sachant que moi, quand j'ai fait mes études de neurosciences, on voyait déjà que pour des petites tâches, il nous fallait plus d'1 minute pour revenir à un niveau de concentration de base. Donc là, on est vraiment dans un niveau de concentration initial, donc retrouver en gros ton deep work, quoi. La recherche de ces 3 personnes, elle a mis en évidence l'impact considérable des distractions sur notre productivité, particulièrement dans le contexte de la procrastination et de la gestion de l'attention. Donc, c'était intéressant que je l'aborde aujourd'hui. Alors, attention, pas de panique, ok ? Clairement, dans la vie de tous les jours, les 23 minutes, tu t'en rends pas tellement compte. Par contre, quand tu es dans une grande session de travail, là, ça a complètement du sens. Quand tu es dans des petites sessions de travail, là, clairement, tu vois que tu as besoin de te remettre dans ta tâche et honnêtement, ça fait chier. Tout simplement. En plus de la fragmentation de l'attention, il y a un épuisement du contrôle cognitif. Donc, plus tu vas résister aux distractions, plus ta batterie de volonté va s'épuiser. Donc, les résistances suivantes, elles vont être beaucoup plus compliquées à gérer.
Il y a une érosion de ton temps profond. De quoi on parle? C'est ta capacité à rester concentré sur une tâche complexe pendant une longue période. Et en fait, ça se détériore progressivement. Je te rappelle qu'on est dans les distractions et les récompenses immédiates qui favorisent ta procrastination, qui déclenchent ta procrastination. Il y a évidemment des stratégies concrètes pour contrer ce phénomène. 1. Les barrières physiques. Crée des barrières physiques. Place ton téléphone dans une autre pièce pendant tes sessions de travail ou lorsque tu es en train de bosser sur une tâche précise. Utilise des applications de blocage, des outils qui limitent ton accès aux distractions numériques par exemple. Pratique le batching de notifications. Ça, c'est ce que je fais moi par exemple. Consulte tes messages, tes notifications à des moments précis, plutôt qu'en continu toute la journée. Crée un environnement dopamine détox. Attention, c'est pas du bullshit, c'est juste d'aménager un espace de travail sans qu'il y ait plein d'écrans, plein de sources de distraction, plein de trucs qui te parasitent en fait. Et, je le fais également, supprime les notifications de ton téléphone. Pareil pour ton ordinateur. Supprime les notifications, mets tout en silencieux. Moi, j'ai que les appels qui vibrent et mes rappels de rituels qui vibrent. Je n'ai jamais de son. La majorité du temps, c'est mon écran qui s'allume. Mais encore faut-il qu'il soit à côté de moi et que je le regarde. Donc aide-toi au maximum. Tu peux concevoir un environnement qui va favoriser les actions qui sont alignées à tes objectifs à long terme. Ne te laisse pas guider par la quête constante de dopamine instantanée. Ouais, ça demande un effort, mais honnêtement, ça vaut grave la peine. Garde en tête de renforcer les difficultés d'accès aux distractions. Tout ce qui est trop facile d'accès, rends-le compliqué. Et tu vas voir que ça change la donne. On arrive au septième mécanisme caché qui déclenche la procrastination. Et là, je vais parler de l'énergie physique et biologique. Et ouais, parce qu'en fait, ton organisme fonctionne d'une certaine manière. La procrastination, elle n'est pas que mentale, contrairement à ce qui est raconté partout. Non, ton niveau de glycémie, ton cycle hormonal, ton sommeil influencent directement ta capacité à passer à l'action. Je vais même aller plus loin, ta santé mentale de manière générale, ton humeur ont un impact aussi, évidemment. Je vais d'abord parler du niveau de glycémie. Ton cerveau consomme environ 20% de l'énergie de ton corps sous forme de glucose, ok ? Alors que, en moyenne, ton cerveau représente 2% de ton poids. Ouais, même si t'es super intelligente. C'est énorme. 20% de l'énergie de ton corps, c'est énorme. Avec la digestion, c'est ce qui consomme le plus d'énergie dans ton corps. Une glycémie qui est instable, ça peut entraîner des baisses d'énergie cognitive significatives. Particulièrement en début d'après-midi, tu sais, quand tu as le fameux coup de barre après avoir mangé. Lorsque ton taux de sucre dans le sang chute, ton cortex préfrontal, responsable de la prise de décision, de l'autorégulation, tout ça, c'est l'une des premières zones à voir son activité réduite. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc, privilégie des repas à index glycémique bas. Ça va stabiliser ton énergie sur la durée. Prévois des collations stratégiques, des noix, des fruits, etc. avant les tâches demandant une forte concentration. Et par pitié, fais-toi accompagner pour ça. J'ai fait une newsletter entière avec Margot, qui est nutritionniste naturopathe. J'aurais dû regarder avant le numéro, mais tu vas la retrouver. Par rapport au sucre, en fait, on a besoin de sucre, mais de bon sucre, de la bonne manière au bon moment. Donc, je t'invite à aller l'écouter juste après. Ensuite, le cycle hormonal. Ça, j'adore. J'utilise le cycle hormonal absolument dans tout pour piloter ta vie de manière générale. Pour les personnes qui ont un cycle menstruel, les fluctuations hormonales, mais ça influence tellement ton énergie disponible et ta motivation. Quand tu prends la phase folliculaire, donc la phase folliculaire, c'est la phase qui est juste après tes règles, tes niveaux d'oestrogène sont croissants et ils favorisent une meilleure concentration et une productivité. À l'inverse, juste avant tes règles, la phase lutéale, tu vois ton syndrome prémenstruel, là tu as une baisse d'oestrogène et une montée de progestérone et là ça peut entraîner une fatigue cognitive accrue. Donc clairement, en fonction de tes cycles, tu peux avoir plus ou moins de tendance à procrastiner.
Tiens un journal de ton énergie en fonction de ton cycle. Ça va te permettre de planifier tes tâches complexes pendant tes pics d'énergie naturelle. Ça, on le travaille en profondeur dans Happy Boss. J'adore le travailler avec mes coachés. On apprend à piloter son énergie, sa productivité, sa créativité en respectant ses propres besoins et ses propres limites, et je t'invite à faire la même chose. Parlons un peu du sommeil. Le manque de sommeil, il affecte directement la capacité du cerveau à réguler les émotions et à résister aux impulsions. D'ailleurs, ma sœur m'a envoyé un post Instagram là récemment qui disait que lorsqu'on a une qualité de sommeil médiocre ou une quantité d'heures de sommeil vraiment trop limitée, ça favorisait une sursensibilité, on va dire. Ça augmentait à 60% les émotions négatives le lendemain. Donc la sensibilité aux émotions négatives le lendemain, à raison de 60%. C'est un truc de malade. Mais en même temps, on le vit tous les jours, je pense qu'on s'en rend compte. Une seule nuit de sommeil insuffisant, ça réduit l'activité du cortex préfrontal et ça augmente l'activité dans l'amygdale. Amygdale cérébrale, centre des émotions, ok ? Donc, en gros, ça favorise ta procrastination, clairement. Le sommeil profond, il est crucial pour restaurer tes fonctions cognitives, responsables de la planification et de l'organisation. Le sommeil profond. Donc, établis une routine de sommeil régulière. Considère le sommeil comme un investissement dans ta productivité future, comme un outil pour combattre la procrastination. Prends soin de ton sommeil. Et puisque je parle de sommeil, de réveil et compagnie, j'aimerais qu'on parle du rythme circadien et de ton chronotype. Chaque personne a un chronotype naturel. Tu vois, cette tendance à être du matin, du soir, intermédiaire, etc. Donc, d'abord, fais des tests pour définir ton chronotype, ok ? Ensuite, planifie des tâches complexes en dehors de ta fenêtre biologique optimale. Ça crée une résistance supplémentaire qui favorise quoi ? Bam, la procrastination. Donc, ne planifie pas de tâches complexes en dehors de ta fenêtre biologique optimale. Donc, quand tu sais que tu es du matin et que tu es hyper productive le matin, mise tout sur le matin. Ou inverse, ok ? Identifie ton chronotype et aligne tes tâches qui demandent le plus d'effort mental avec tes périodes naturelles de haute performance cognitive. Ne te tire pas une balle dans le pied, please. Et, pour finir, j'aimerais parler de l'activité physique et de la procrastination, parce que oui, il y a un lien direct. L'exercice physique régulier améliore le flux sanguin vers le cerveau et stimule la production de BDNF. C'est un facteur neurotrophique dérivé du cerveau qui va favoriser la plasticité neuronale. Ma dernière vidéo YouTube de vendredi dernier est à ce sujet-là. Je pense que c'est la vidéo numéro 4. Et je t'invite à aller la regarder parce que je t'explique pourquoi l'activité physique est vitale. Même une courte marche de 10 minutes, ça augmente significativement la capacité à se concentrer et à initier des tâches. Par pitié, ne sous-estime pas l'activité physique. Intègre des courtes pauses actives avant d'aborder des tâches difficiles, ça va réinitialiser ton état mental. L'alignement de tes habitudes quotidiennes, que ce soit l'alimentation, le sommeil, l'exercice, etc., avec tes objectifs de productivité, ça crée un environnement interne qui est favorable à l'action plutôt qu'à la procrastination. Waouh ! On célèbre ? On vient de voir les 7 déclencheurs. On a vu la surcharge cognitive. Ça, c'est quand ton cerveau il perçoit une tâche comme trop complexe ou nécessitant trop d'effort mental. Okay ? On a vu les peurs profondes, la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du succès, qui peuvent bloquer l'action. On a vu le perfectionnisme, l'attente irréaliste d'excellence qui paralyse avant même de commencer. La charge émotionnelle des tâches, en numéro 4. L'association d'émotions négatives à certaines tâches et du coup qui favorise la procrastination. On a vu en numéro 5 le manque de sens ou de motivation personnelle, l'absence de connexion entre la tâche et tes valeurs profondes ou tes objectifs. En 6, on a vu les distractions et les récompenses immédiates, l'attrait pour la dopamine instantanée plutôt que pour les récompenses à long terme. Et enfin, en 7, on a vu l'énergie physique et biologique. On a vu comment l'influence de ton état corporel, ta glycémie, ton cycle hormonal, etc. avait un impact donc sur ta capacité d'action. Bien.
Tu peux réécouter cet épisode sans problème, mais on n'a pas fini. Je te propose un petit exercice sur l'auto-sabotage et la procrastination. Un petit exercice d'introspection. On va commencer par 4 questions à te poser. La première, dans quel contexte je procrastine le plus ? Est-ce que c'est seul ? Est-ce que c'est en groupe ? Est-ce que c'est en fin de journée ? Est-ce que c'est sur certaines tâches ? Etc. Quelle émotion, deuxième question, quelle émotion j'essaye d'éviter quand je repousse ? Troisième question, mon environnement actuel favorise-t-il l'action ou la fuite ? Quatrième question, quel micro-changement je peux mettre en place dès aujourd'hui pour rendre l'action plus facile que l'inaction ? À toi de jouer. La procrastination, c'est une stratégie d'autorégulation ratée, en fait. Tu évites pour soulager ton stress sur l'instant, mais en fait, tu crées plus de stress après. Donc, c'est une forme d'auto-sabotage déguisée en confort, en quelque sorte. Un Halloween raté. Ouais, c'est bientôt, hein, donc j'en parle. Je mets maintenant à ta disposition 8 clés à utiliser comme un filtre, tu vois, comme des lunettes que tu mettrais lorsque tu procrastines. Mieux comprendre ton déclencheur va te permettre de le déjouer efficacement. 1. Les peurs. 2. Est-ce que la tâche est difficile ? 3. Est-ce que la tâche est frustrante ? 4. Est-ce que la tâche est ennuyeuse ? 5. Est-ce que la tâche manque de sens personnel ? 6. Est-ce que la tâche n'est pas gratifiante ? 7. Est-ce que la tâche n'est pas structurée ? 8. Est-ce que la tâche est ambiguë ? Si tu as des oui, tu peux apporter une réponse adaptée pour avancer, pour ne pas rester bloqué. Au moins tu comprends ta procrastination, au plus tu vas procrastiner. Donc, peur, tâche difficile, frustrante, ennuyeuse, manque de sens personnel, pas gratifiante, pas structurée ou ambiguë. Je te rappelle que toutes mes newsletters sont disponibles en blog, en format blog. Tu as le lien dans la description de cet épisode. Tu as tout à portée de main de manière écrite et ça peut t'aider à bosser dessus. La procrastination, elle peut être active. Quand repousser une tâche peut être stratégique. On parle souvent de procrastination comme une fuite, comme une perte de temps, etc. Mais en fait, tu peux choisir volontairement de repousser une tâche, non pas par peur ou par évitement, mais pour créer de meilleures conditions d'action. Par exemple, tu attends le bon moment pour avoir plus de clarté, accumuler les informations nécessaires ou même utiliser l'urgence comme moteur de concentration. Sur le plan neuroscientifique, cette stratégie active, elle stimule la libération de noradrénaline et de dopamine. Elles sont liées au défi, à la gestion de la pression temporelle et donc en fait, ton cerveau se met genre en mode laser focus. Donc c'est pas déconnant, vraiment pas. Mais attention, la procrastination active, elle n'est bénéfique que si tu la choisis consciemment et qu'elle ne génère pas de stress destructeur. Donc c'est une forme d'ajustement stratégique à condition de rester la maîtresse du timing et non l'inverse. Donc il y a une forme de procrastination active qui est dégueulasse, où tu fais 1000 autres trucs que ce que tu es censé faire. Et justement là, bam, je t'invite à réécouter cet épisode avec les 7 mécanismes de déclencheurs invisibles et les 8 clés filtres. Ouais, il y a plein d'outils dans cette newsletter. On en vient aux solutions. Je t'ai déjà donné pas mal de tips à chaque fois. J'aimerais surtout qu'on mette un focus sur ton environnement. Que tu puisses te créer un environnement anti-fuite. Un environnement qui est propice à l'action. Tu as compris maintenant que ton cerveau adore les signaux clairs. Si ton espace ou ton temps sont brouillés, il se met en mode fuite. Ok. Un environnement anti-fuite, c'est quoi ? C'est un environnement qui va réduire les frictions et qui va amplifier les déclencheurs d'action. Tout d'abord, crée un environnement qui te plaît, dans lequel tu te sens bien. Un environnement lumineux, confortable et sécurisant. 1. Clarté visuelle et mentale. Premier élément de ton environnement anti-fuite. Range ton espace de travail pour réduire la charge cognitive. Chaque objet visible est une micro-distraction, donc elle doit avoir du sens. Découpe les tâches en micro-actions claires. 2. Réduis les distractions.
Active le mode sans notification sur ton téléphone. Utilise la règle des 20 secondes. Rends l'accès aux distractions plus long. Netflix, par exemple, accessible en 3 clics plutôt que 1 clic, tu vois. 3. Amplifie les déclencheurs positifs. Laisse visible l'outil de ton action. Un carnet ouvert, ta tenue de sport prête, etc. Ajoute un rituel d'amorçage, de la musique, de la respiration, une boisson chaude, vraiment quelque chose qui va créer un déclencheur, un rituel qui va te donner envie de commencer. Mets en place un soutien social et un cadre. Partage ton objectif avec une personne de confiance. Crée un système de rendez-vous fixe avec ta coach, en coworking, avec tes amis. Crée un ancrage émotionnel. Associe ta tâche à une émotion positive, comme écouter ta playlist préférée, ritualiser avec une bougie ou un thé. Utilise la visualisation. Imagine la sensation de fierté une fois la tâche accomplie. Tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Laisse-moi te partager comment moi je m'y prends. Parce qu'en fait, je suis exactement comme toi. Je suis un être humain qui procrastine. Alors, oui, ok, j'ai une discipline qui est un peu hors norme. Mais j'ai besoin de créer un environnement qui rend l'action plus facile que l'inaction, tout comme toi. Pour mon sport, j'ai mon matériel de sport et mon tapis de yoga qui sont dans le salon. Ils sont visibles et ils sont à portée de main. Mes rendez-vous avec Soukaina et mes rendez-vous au cours de Pilates sont fixés dans mon agenda à l'avance et ils sont payés. Ouais, je suis engagée. Pour ma santé de manière générale, mes compléments alimentaires. Donc, je prends des compléments alimentaires. J'en prends plusieurs. C'est méga relou. Ils sont triés. Ils sont visibles. Ils sont posés sur un super joli petit plateau sur la table de la salle à manger. Je passe devant pour aller travailler. Je passe devant pour aller me coucher. Ça me permet d'y penser le matin et le soir. Et c'est tellement joliment préparé qu'en fait, ça me donne envie. Ok ? Pour mon boulot, mon bureau, par exemple, il est toujours rangé, il est toujours propre. Tout est accessible et agréable. Et comme je mets un point d'honneur pour tout ce qui est beau, ça me donne envie de l'utiliser et je m'y sens bien. Toute ma déco est ultra réfléchie. Moi, je ne peux pas avoir un espace minimaliste neutre. En fait, c'est impossible pour moi. Tout ce qui est sur mon bureau a un sens profond, connecté à une de mes valeurs. C'est là pour me booster, pour me motiver, pour me rappeler l'essentiel. Et j'ai investi des centaines et des centaines et des centaines d'euros pour mon matériel et mes meubles. Je peux dire des milliers d'euros, je pense. Chaises ergonomiques et compagnie. En fait, j'adore être à mon bureau, mais je l'ai créé et ça m'a pris 2 ans et demi, un truc comme ça, pour arriver à cette version-là, je pense. Même 3 ans, je crois. Pour mon hydratation, par exemple, j'ai toujours de l'eau filtrée proche de moi et j'ai un rappel lumineux sur mon téléphone chaque heure entre 7h et 19h pour me rappeler de boire. Et si je suis en phase chameau de l'extrême, je bois dans des jolies petites jarres avec une paille en métal que j'ai pris chez Maison du Monde pour faciliter encore plus l'hydratation. Parce qu'en fait, c'est encore plus facile juste la succion que de prendre mon verre et de boire, etc. Donc, il y a vraiment 1000 manières de hacker le cerveau, vraiment. En gros, de manière générale, j'aime le confort. J'aime me faciliter la vie. Je me crée une vie qui me donne envie. Est-ce que je viens de créer un slogan ? Une vie qui me donne envie, voilà. Je mets de la couleur partout. J'ai des chargeurs de téléphone partout. Je me pose jamais la question. J'ai des boîtes de mouchoirs partout, j'ai des miroirs partout, j'ai des plaids partout, j'ai des livres partout. Je m'habille presque tous les jours de la même façon. Je me maquille quasiment jamais. Mes baskets sont dans l'entrée. J'ai plusieurs chausse-pieds. Je n'ai aucune crasse dans mes placards. Crasse alimentaire, j'entends. Je planifie tout en blocking time, même mes temps de rien, de off, de repos. Et j'en ai vraiment beaucoup. Tout ce que je peux rendre agréable et doux, je le fais. Tous les accès que je veux favoriser et raccourcir, je le fais. J'en oublie plein dans cette newsletter. Et il y en a encore plein que j'aimerais améliorer au fur et à mesure. Mais je peux clairement affirmer que ça m'aide à avancer, à concrétiser mes projets, à réaliser mes envies. Ça renforce mon estime personnelle, la confiance que j'ai en mes capacités. Ça me permet de garder ma capacité décisionnelle, ma batterie de volonté, ma force créative et mon énergie pour ce qui nécessite une pleine présence de ma part. Donc c'est possible. C'est possible à toi de jouer en fonction de ce que tu procrastines, évidemment.
Qu'est-ce qu'on a vu dans la plus longue boost letter ever du monde entier? Ce qui est fascinant, c'est que la procrastination est rarement due à un manque de volonté. C'est une combinaison subtile de charges cognitives, d'émotions, de croyances et de biologie. Une fois que tu sais repérer tes déclencheurs, tu peux transformer ta relation à l'action. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a vu des déclencheurs typiques, la surcharge cognitive quand tout semble trop grand, trop flou, trop complexe, la peur de l'échec quand chaque décision devient lourde car elle touche à ton estime, le perfectionnisme, si c'est pas parfait, autant ne pas commencer ou ne pas finir, les émotions négatives associées à la tâche, l'ennui, la frustration, l'anxiété, tout ça, les distractions environnementales. On a vu comment les identifier, comment les déjouer, notamment en créant un environnement favorable à ton passage à l'action. Alors maintenant, on passe au challenge. T'as encore de l'énergie? T'as encore un peu de jus de cerveau, comme on dit? On y va? Choisis une tâche que tu repousses depuis longtemps. Ouais, je suis sûre qu'il y en a une qui pop-up dans ton cerveau. Peut-être même que tu y penses depuis le début de cette boost letter. Et ça fait plus d'une heure là qu'on est ensemble. Hein. Truc de fou. Je pense que la prochaine boost letter sera beaucoup plus courte. Hein. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez les longs formats? Est-ce que vous aimez les petits formats? Les moyens formats, ça ne voudra rien dire, donc petit ou grand plutôt. Moins de 30 minutes, plus d'une heure. Décompose ta tâche en 3 micro-actions réalisables en moins de 5 minutes chacune. C'est super important pour ta procrastination. Mets en place un déclencheur environnemental clair. Un post-it, une alarme, un objet visible, un truc que tu vois. Ok ? Célèbre ton passage à l'action, même minuscule. Et partage-le en commentaire. Je serai ravie de célébrer avec toi ou ravie de t'aider à décomposer ta tâche en 3 micro-actions réalisables en moins de 5 minutes. La procrastination, c'est pas ton ennemi, c'est un signal. Elle te dit que quelque chose dans ton environnement, tes émotions ou tes croyances n'est pas aligné. Quand tu changes ton environnement, quand tu identifies les vrais déclencheurs, tu ne luttes plus contre toi-même. Tu joues dans ton camp. Tu vas transformer ton quotidien en un terrain de jeu où l'action devient la voie la plus naturelle. Yes! Et voilà, on est arrivé au bout de cette boost letter sur la procrastination. Si cette boost letter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre et certaine qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Alors merci pour le partage. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boost Letter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost!